Notre intervenant suivant est le docteur Piotr Mędrzycki, qui travaille au Conseil pour la recherche en agriculture et l'analyse de l'économie agricole à l'unité de recherche Abeilles et vers à soie en Bologne, en Italie, à Bologne, en Italie. Il coordonne le groupe de recherche qui étudie principalement l'impact des pesticides sur les abeilles, y compris les effets létaux et sublétaux des pesticides. Il s'intéresse à l'analyse multifactorielle des pertes d'abeilles, le développement de nouvelles méthodes pour tester la toxicité des produits chimiques pour les abeilles, l'utilisation des abeilles mellifères dans la surveillance des pollutions urbaines, industrielles, agricoles et militaires. Il étudie également la biodiversité des pollinisateurs sauvages comme indicateur de la santé environnementale. Passons maintenant à la présentation. La parole est à vous. Ma présentation portera sur les pesticides et leur influence sur l'apiculture durable. L'interprète est désolé, le son n'est pas très bon, n'est pas très clair. Później się zatrzymamy na chwilę nad tematem pszczoły. Nous allons d'abord parler Później des przejdziemy do abeilles tematów bardziej delikatnych, czyli straty et rodzin pszczelich ensuite nous allons parler des abeilles en général. Ensuite, nous parlerons des pertes de a colonies później et dokładniej na des temat pesticides. pestycydów, jaki mają wpływ na pszczoły i co nous ewentualnie parlerons możemy des zrobić, pesticides en żeby détail. zredukować do minimum ryzyko szkód. Zaczynamy więc od roli pszczół w rolnictwie i w ekosystemie. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że pszczoła jest owadem pożytecznym, szczególnie sektor pszczelarski doskonale sobie z tego zdaje sprawę, ponieważ często produkty pszczele są podstawowym źródłem dochodów pszczelarzy. Mówimy czyli o miodzie, pyłku, pierzga, la source des revenus des apiculteurs. Nie każdy zdaje sobie sprawę, Cependant, że tout le wartość monde ne se ekonomiczna rend pas compte produktów que la pszczelich valeur économique des produits zaledwie apicoles 1/10 constitue 1/10 w sumie wartości de la ekonomicznej, valeur jaką pszczoły économique dają que innym représentent sektorom. les Chodzi tutaj abeilles głównie o sektor rolniczy, par rapport a aux to autres poprzez secteurs, ich par exemple działalność związaną z l'agriculture. zapylaniem. Il s'agit de leur Faktycznie, activité liée à la zapylanie, pollinisation. En effet, la przez pszczoły pollinisation par les jest abeilles procesem bardzo ważnym est dla un processus zarówno roślin dzikich, jak i crucial uprawnych. pour les plantes 88 sauvages et gatunków plantes de culture. roślin dzikich zależy, ich przetrwanie 88% zależy od des działalności espèces pszczół. des plantes sauvages dépendent de l'activité des abeilles. Ta część gatunków nie mogłaby przetrwać, Donc, gdyby ils nie było n'auraient owadów pas pu zapylających, takie survivre właśnie jak si pszczoły. les abeilles n'étaient Czyli pas là, pszczoły są jakby ou d'autres podstawą pollinisateurs. bioróżnorodności, a tym Les samym abeilles sont stabilności donc ekosystemu. la base de la biodiversité, de Podobnie la w sprawie, stabilité des systèmes. roślin uprawnych, Il en est de même pour les 84 plantes de gatunki, culture. 84% gatunków, czyli około 150 gatunków 84% uprawnych, d'espèces, c'est-à-dire 150 espèces de culture au zależy sein de l'Union absolutnie européenne od działalności dépendent pszczół. W przeciwnym wypadku de nie będziemy mieli l'activité des żadnego abeilles. problemu. Si les abeilles n'étaient pas là, nous n'aurions aucun rendement de l'agriculture. La valeur de ces activités des abeilles s'élève à environ 22 milliards d'euros par an. Et c'est uniquement pour l'Union européenne. Vous voyez ici le rayon typique des légumes et des fruits au supermarché. Et à côté, une autre photo dans un monde où les abeilles n'existeraient pas. Nous n'aurions que des oranges qui n'ont pas besoin de pollinisation et notre régime alimentaire serait vraiment très appauvri. Tous ceux qui s'attellent à l'analyse des abeilles et des pertes au sein de l'apiculture, c'est-à-dire du déclin des abeilles, utilisent souvent cette argumentation. 85% de la masse du poids total des produits alimentaires consommés par l'homme n'ont pas besoin de l'activité pollinisatrice. En effet, le riz, le maïs, le blé n'ont pas besoin d'activité d'abeilles ou des insectes pollinisateurs car ils sont pollinisés par le vent. Mais il faut tenir compte du fait que bien que ces produits sont la base de notre régime, ils ne fournissent pas de vitamines. Ils sont source de carbohydrates.
des fécules. Mais pour obtenir des vitamines et autres nutriments essentiels, nous avons besoin de consommer des fruits et des légumes. Et ceux-ci, pour la plupart, ont besoin d'abeilles pour pouvoir produire des fruits. Que comprenons-nous par abeilles? Si nous parlons d'abeilles, à quoi pensons-nous? La plupart des humains savent qu'il y a des abeilles mellifères. Il s'agit de la seule espèce en Europe qui a plusieurs sous-espèces. En général, c'est ce à quoi nous pensons si nous parlons d'abeilles. Cependant, il y a environ 25 000 espèces d'abeilles dans le monde entier. On en découvre toujours de nouvelles espèces. Environ 2000 espèces d'abeilles vivent en Europe. Sur cette photo, nous voyons sur une même fleur, nous voyons des abeilles de plusieurs espèces. Abeilles mellifères, bourdons, des abeilles sauvages. Passons maintenant au sujet délicat, c'est-à-dire les pertes des colonies d'abeilles. Il n'y a aucun doute, chacun de nous a entendu parler de ce problème, même les médias en parlent de plus en plus souvent. Et la survie des abeilles et la survie de notre espèce également est mise en question, car les abeilles mellifères et les abeilles sauvages sont en déclin. Leur population baisse. Sur cette photo, vous voyez quelque chose d'atroce, un tapis d'abeilles mortes devant une rangée de ruches dans le rucher. Il s'agit d'un symptôme classique d'intoxication, d'empoisonnement des abeilles par des pesticides. Ces abeilles ont été empoisonnées en butinant sur des cultures qui ont été l'objet des pratiques phytosanitaires inadéquates. Comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs espèces d'abeilles et elles subissent toutes les mêmes sorts. Toutes les abeilles occupent la même niche que l'abeille mellifère. Elles consomment le pollen et le nectar. Donc, elles risquent la même chose, c'est-à-dire l'intoxication, l'empoisonnement par des pesticides. Très souvent, nous devons recourir à la pollinisation dirigée, c'est-à-dire amener des ruches avec des abeilles à nos cultures, car notre système est aride. Il n'y a pas suffisamment de pollinisateurs et nous ne pourrions pas obtenir de rendement, de récolte, si des ruches n'étaient pas amenées vers nos cultures pendant la floraison. Cette image représente une situation extrême que nous observons en Californie, aux USA. La Californie est un État où l'on produit les amandes. La plus grande quantité des amandes que l'on cultive dans le monde provient justement de la Californie. Pendant la période de floraison des amandiers, des centaines de milliers de ruches sont amenées pour que la culture, pour que la pollinisation soit possible. Il faudrait se demander pourquoi ces abeilles qui sont déjà là ne peuvent pas assurer la pollinisation adéquate pour obtenir une récolte d'amandes. Pour répondre à cette question, regardons un peu le paysage agricole en Europe. À gauche, nous voyons la photo par satellite des terrains agricoles en Italie et à droite, aux USA. La diapositive 19 nous montre
une photo agrandie des champs en Europe. Il s'agit de petites parcelles, parfois très irrégulières, avec un relief varié. Nous avons des canaux, des petites routes. Le long des routes, nous voyons des bandes, des terrains verts, parfois des étangs. Il y a donc la possibilité de laisser une partie de terrain en friche avec des plantes sauvages que personne ne va éliminer. Il y a des fossés, autour de ces fossés des plantes. Donc même dans une situation où si le champ a été soumis à des pratiques agricoles et il n'y a aucune possibilité de s'alimenter pour les abeilles, autour de ce champ ou à côté des maisons ou le long des allées, les abeilles peuvent butiner, car là, elles trouvent une source de miel. Il s'agit également d'un endroit où d'autres insectes peuvent survivre. Sur cette photo, nous voyons des terrains agricoles en Californie où les amandiers sont cultivés. Et la diapositive 22 nous montre une situation où on peut voir facilement qu'il n'y a aucune plante qui ne soit pas en rangée. Donc si on cultive des amandes, il n'y a que des amandes. Il n'y a aucune plante sauvage, il n'y a pas d'arbres d'autres espèces que l'amandier. Il n'y a rien. Quel en est le résultat? Pendant la plupart de l'année, outre les 3 semaines où les amandiers sont en fleurs, cet environnement n'offre rien, n'offre aucune mielée aux pollinisateurs. C'est pourquoi il n'y a aucune possibilité que des insectes pollinisateurs ou des abeilles puissent y survivre de manière naturelle. De plus, une monoculture de ce type constitue un environnement parfait pour le développement des pathogènes et des ennemis naturels des abeilles et des ennemis naturels de ces cultures, ce qui nécessite d'introduire des traitements phytosanitaires qui sont incompatibles à la présence des abeilles. Nous pouvons voir sur cette photo comment on essaye de gérer le déclin des abeilles dans les pays asiatiques. La main-d'œuvre n'y est pas très chère. On peut se permettre d'envoyer des équipes de travailleurs qui pollinisent manuellement les cultures et permettent d'assurer la production agricole. La diapositive 23 nous montre la façon dont gèrent cette situation des pays industrialisés qui misent sur le développement de nouvelles technologies. On y parle d'un projet de micro-drones qui vont remplacer les abeilles. On les laisse là voler dans les champs. Ils vont détecter automatiquement les fleurs qu'ils vont polliniser ensuite. Donc toutes ces idées sont intéressantes, mais elles ne résolvent pas le problème, puisque toutes ces idées supposent que, voilà, il n'y aura plus d'abeilles, tant pis, on va trouver une solution. Nous, en Europe, on perçoit ce problème différemment et on essaye de se concentrer, d'analyser le problème et d'essayer de résoudre le problème en trouvant ses souches. Voilà ce dont s'occupe l'Institut où je travaille. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu le problème de pesticides et quelle est leur action, leur impact sur les abeilles. Qu'est-ce que sont les pesticides? Les pesticides sont des substances qui sont utilisées dans l'agriculture pour combattre les organismes non désirés, des mauvaises herbes, des différents champignons, mais aussi des insectes qui sont considérés comme nuisibles. Donc nous avons des produits insecticides, fongicides et herbicides. Les insecticides agissent aussi contre les abeilles parce que les abeilles, ce sont bien des insectes. Donc si un insecticide est utilisé pour combattre un nuisible, il peut nuire aussi aux abeilles. Dans cette
relation difficile entre les pesticides et les abeilles, il faut que nous fassions différence entre deux situations. D'abord, c'est l'exposition. Pour qu'un produit soit nocif, l'abeille doit être en contact avec ce produit. Donc, un herbicide qui est même un insecticide ou pesticide qui est nocif aux abeilles, mais si l'abeille n'est pas en contact, c'est pas un problème. Mais quand elle est en contact, qui est liée à une pulvérisation, c'est nocif. Donc, si une abeille a été exposée à l'action d'un produit qui n'est pas nocif pour elle, on ne verra pas d'impact. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'exposition. Quelles sont les voies d'exposition des abeilles aux actions des pesticides? Les abeilles qui boutinent, ce sont celles les plus exposées parce que c'est elles qui passent la majeure partie de leur vie dans les champs où sont appliqués les pesticides. Les abeilles qui boutinent peuvent être en contact quand elles volent, si elles rentrent dans un nuage de pesticides qui vient d'être pulvérisé sur un champ. Mais même après cette pulvérisation, quand la surface végétative des plantes est contaminée ou couverte par ce pesticide, et l'abeille se pose sur cette surface, là aussi, elle est exposée à être en contact avec ce pesticide. Elle est aussi exposée avec les produits d'alimentation. Pendant l'application des produits phytosanitaires, les fleurs aussi ont été arrosées alors que notre culture était en floraison. Et donc cette substance s'est déposée sur les plantes et l'abeille l'a ramassée, l'a butinée. Donc, non seulement l'abeille est contaminée, mais aussi les produits de la ruche. Ici, on voit comment l'exposition par le produit alimentaire peut se faire, non parce que notre culture est en fleurs. Ici, c'est un verger qui n'est pas en fleurs, mais en bas, sur le gazon, sur l'herbe, sur le sol, on voit des fleurs sauvages. L'agriculteur a pulvérisé le produit sans faire attention à ces fleurs sauvages se trouvant au fond de son verger. Et si c'est un produit insecticide, bien sûr, cette opération était illégale et interdite par la loi. L'exposition par l'aliment peut se faire non seulement à travers les substances qui sont déposées sur les fleurs, mais comme on voit sur la photo de droite, parfois les abeilles ramassent les gouttes de pluie qui se déposent sur les feuilles, surtout au moment de sécheresse où elles sont en manque d'eau. Et si la surface de ces feuilles a été couverte par un produit phytosanitaire, alors les gouttes d'eau sont contaminées aussi. Et si l'abeille les ramène vers la ruche aussi est contaminée. Ici, je pense qu'il s'agit des agrumes, donc ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour les apiculteurs polonais. Mais le miellat est présent sur de nombreuses feuilles. Et si une plante est aspergée de pesticides, ce miellat est aussi contaminé. Donc, il est clair que les abeilles qui boutinent, elles sont exposées, mais elles ramènent leur butin vers la ruche et d'autres abeilles en prennent soin. Donc, les abeilles qui vivent dans la ruche, elles transforment ce qui leur a été donné par les abeilles avec le butin. Donc, elles aussi, elles sont exposées. Pareil pour le couvain. Si le couvain est nourri avec ce produit, il est exposé aussi à cette intoxication. On parle aussi des expositions agricoles. Si les abeilles ont ramassé le butin, la mielée qui a été contaminée avec peu de substances toxiques, parce que, par exemple, c'était un pollen qui a été fabriqué avec une plante qui n'a pas été aspergée avec un produit, mais qui vient d'une semence qui a été traitée avec des néonicotinoïdes. Donc, nous avons des plantes qui
absorbe à travers les racines ce traitement. Et donc, dans cette plante, nous avons une faible concentration des néonicotinoïdes ou d'autres substances qui sont aussi toxiques. Ces quantités ne sont pas très importantes, mais quand cette plante, elle fleurit, on retrouve ces produits dans ses fleurs. Et c'est très peu, mais si les abeilles le récoltent et elles le stockent dans le rucher, et si après, à cause d'un tas de raisons, elles ne peuvent plus sortir de leur ruche, et elles sont obligées de consommer ce qu'elles ont ramassé, donc cette exposition chronique peut avoir un résultat, puisque le niveau de toxicité sera dépassé et les abeilles peuvent en souffrir. Donc ça, c'est la première phase, l'exposition. Maintenant, comment les pesticides agissent sur les abeilles? Donc, premièrement, le premier effet, le plus classique, banal, c'est la toxicité. On trouve les abeilles mortes devant la ruche à une quantité beaucoup plus importante. Et là, on peut s'en douter que quelque chose s'est passé. Les abeilles ont été empoisonnées. La disparition d'une grande partie de notre colonie affaiblit notre ruche, puisque nous venons de perdre une grande partie de notre colonie. Et si ce processus se développe et continue, et cet affaiblissement dépasse un seuil de résistance, on peut perdre toute la colonie, puisqu'il y a un certain seuil au-delà duquel la famille ne peut plus se reconstruire. Maintenant, toxicité. Dans l'écotoxicologie, il y a le facteur LD50. Qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui nous indique la quantité de la substance donnée pour tuer un organisme. Par exemple, en ce qui concerne la toxicité pour les abeilles, LD50, c'est combien de grammes d'insecticide donné je dois donner à une abeille pour être à 50% sûr qu'elle ne va pas survivre. Donc, plus ce chiffre est bas, plus ça veut dire que la substance est plus toxique. On aura besoin de moins de cette substance pour tuer une abeille. On se rappelle tous bien de DDT, le premier insecticide qui a été utilisé depuis la fin des années 30 et qui a été interdit en Europe dans les années 70, en Europe et même aux États-Unis. Pourquoi on l'a interdit? Parce qu'il s'est avéré que ce insecticide utilisé sans limite, on est arrivé à rendre stériles tous les écosystèmes. On n'avait plus de nuisibles, mais on s'est avéré qu'on a tué tous les insectes utiles, tous les pollinisateurs, et puis après, il y avait des problèmes d'oiseaux. Donc, ce insecticide DDT, il a son LD50, le niveau 25. Cela veut dire que 27 microgrammes suffit pour tuer une abeille. Et plus bas, vous avez d'autres insecticides plus modernes qui sont aujourd'hui utilisés et qui se trouvent dans les registres et ils peuvent être utilisés à droite. C'est leur toxicité par rapport à DDT. Abamectine, qui est utilisé en particulier en Italie. Moi, je travaille en Italie, donc je peux parler de la situation en Italie. Elle est 27 000 fois plus toxique pour les abeilles que le DDT. Et l'autre produit qui est utilisé dans l'agriculture biologique, il est 6 000 fois plus toxique que le DDT. Ici, en rouge, j'ai marqué les insecticides qui sont très toxiques pour les abeilles, ceux pour lesquels le LD50 est inférieur à 1 microgramme. Pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous vous rendiez compte que les insecticides modernes sont très toxiques. Bien sûr, on en utilise beaucoup moins par hectare, mais en cas d'une erreur, même d'une toute petite erreur, les conséquences pour la nature sont énormes. Ça, c'est sur la toxicité. Et quand un pesticide, un insecticide est attribué
l'abeille est exposée à son activité à un niveau beaucoup plus bas que le LD50, il s'avère que de nombreux insecticides ont une action sublétale. Ça veut dire que l'abeille, elle ne mourra pas, mais elle est plus fonctionnelle, elle est plus utile. Elle n'est plus coordonnée, elle ne sait plus se déplacer, elle ne sait plus voler. Elle a des mouvements non coordonnés ou elle est née avec des déformations. D'autres effets, c'est la thermorégulation. Nous nous sommes aperçus que beaucoup d'insecticides avec des niveaux très faibles, donc plus bas que le niveau de la toxicité de ces produits, fait de sorte à ce que les abeilles perdent leur capacité de régler la température. Nous savons tous que le couvain a besoin d'une température très précise, entre 40 et 44 degrés. Et si les abeilles n'arrivent plus, elles font baisser cette température de 3 degrés, nous perdons toute la ruche, toute une génération d'abeilles, puisque le couvain ne peut plus se développer dans cette température-là. Ici, sur cette photo-là, sur ces photos plutôt, vous voyez une expérience qui consistait à vérifier l'orientation des abeilles. Sur les thorax des abeilles, on met des puces. Plus bas, nous avons des lecteurs de ces puces qui sont placés à l'entrée de la ruche. Et les abeilles qui possèdent des puces, sur la droite, vous voyez, elles reçoivent un sirop qui est contaminé avec un néonicotinoïde, peu importe lequel. Bien sûr, les quantités sont beaucoup moins importantes que les quantités considérées toxiques. Ces abeilles, on les a laissées sortir à 1 km de leur ruche et l'ordinateur essayait de retracer leur route, leur chemin, pour voir lesquelles d'entre elles revenaient à la ruche et lesquelles non. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que les abeilles qui ont subi l'action des néonicotinoïdes étaient incapables de revenir à leur propre ruche. Après, nous avons d'autres actions, elles prennent plus soin de leur couvain, elles perdent la mémoire, elles vivent moins longtemps, elles perdent l'envie de voler. Elles savent le faire, mais elles n'ont plus envie de le faire. Il faut que nous sachions et que nous n'oublions pas que l'abeille est un animal social. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, une coccinelle, qui est aussi un insecte utile, sera exposée à l'action d'un insecticide qui va causer des effets sublétaux, elle ne remplira pas toutes ses fonctions pendant une journée, puisque ces effets, ils sont quand même passagers, il faut le dire. Après, l'animal récupère. Donc cette coccinelle, pendant une journée, elle reste inactive, et quels sont les résultats? Ça veut dire qu'elle a mangé moins de pucerons. Mais quand elle va retrouver son esprit, oui, elle est toujours coccinelle, elle sait se reproduire, elle est toujours féconde, elle sait faire son travail, entre guillemets. Mais si une abeille, un groupe social des abeilles ne fait plus leur travail, par exemple les abeilles boutineuses ou les abeilles nourrices ou celles qui sont responsables de la température, cela peut avoir un impact sur toute la famille. Et ici, on voit aussi l'effet synergie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit du fait que deux facteurs négatifs, si chaque de ces facteurs influence une abeille en même temps, alors que séparés, ils n'ont aucune influence, là, on voit qu'ils ont un impact très élevé, rassemblés. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que des mauvaises conditions météo, mauvaise qualité de mielet, surtout en ce qui concerne la qualité de pollen, un mauvais état de santé, la présence des pathogènes ou autres substances qui polluent l'environnement, si ces facteurs se superposent et agissent en même temps, accompagné par une intoxication sublétale de notre colonie, cela peut causer des pertes très importantes.
Maintenant, on va passer aux symptômes. Comment constater que nos abeilles sont mortes d'une intoxication? On voit toujours des abeilles mortes. Il y a toujours des abeilles qui meurent pour des raisons naturelles. Leur durée de vie est limitée. Donc oui, tous les jours, on voit une centaine jusqu'à un millier d'abeilles mortes. Mais si d'un coup on constate le nombre d'abeilles mortes qui nous inquiète, voilà premier symptôme de l'intoxication de notre ruche. Bien sûr, après, on peut faire des analyses et constater des traces de pesticides sur les corps des abeilles. Là, on est sûr et certain. Après, d'autres symptômes, les convulsions, par exemple, les abeilles essayent de rentrer dans la ruche par le trou de vol, etc. Une agressivité aiguë ou le manque d'agressivité. Tout cela, ça peut nous indiquer que nos abeilles ont été intoxiquées. Tout comme voir les abeilles qui sont en train de vomir de leur butin. Un autre symptôme au niveau de la ruche est l'absence de couvain. Si la colonie se porte bien, mais nous ne voyons pas de couvain, il s'agit probablement d'un empoisonnement par un pesticide qui impacte surtout les nymphes. Parfois, il arrive qu'une ruche soit vide. Ça arrive dans notre région. Il n'y a que quelques abeilles et le reste de la colonie a disparu. Que faire dans ce cas-là? Il y a quelques indications concernant la possibilité de réduire ce risque, surtout l'agriculture. Que doit faire l'agriculture? L'agriculture doit utiliser les pesticides de manière conforme aux règles. Si un pesticide est potentiellement nuisible aux abeilles, sur l'étiquette, il est clairement indiqué que l'on ne peut pas l'utiliser en présence des fleurs ou de miel ou lorsqu'il y a du vent, car ce nuage toxique peut se déplacer vers d'autres cultures ou sur des plantes sauvages et empoisonner ces plantes. Si possible, utilisez les pesticides pendant la soirée et lorsque les abeilles ne sont pas là. Si on a un verger et qu'il y a des fleurs sauvages, il faut les faucher avant d'employer un pesticide. Il serait utile que les agriculteurs informent les apiculteurs de l'intention d'utiliser un pesticide sur leur champ. Quelles sont les actions à réaliser? Il faudrait utiliser les pesticides qui ne sont pas toxiques ou peu toxiques pour les abeilles. Les informations concernant la toxicité, c'est-à-dire cette valeur de la dose létale de L50, sont faciles à trouver en ligne. Il y a des banques de données, des bases de données contenant ces données. Donc, pour pulvériser des pesticides, il faut d'abord vérifier quelle est leur toxicité pour les abeilles. N'utilisons les pesticides que lorsque c'est nécessaire. D'après nos recherches, on voit que ces traitements en pesticides sont très souvent réalisés sans qu'ils soient vraiment nécessaires, au cas où. Il faut également utiliser de plus en plus la protection biologique des plantes. Que peut faire un apiculteur? Maintenir les colonies d'abeilles dans un bon état de santé, augmenter leur vitalité pour qu'elles puissent gérer une intoxication. Ensuite, veiller à réduire les facteurs synergiques, c'est-à-dire réduire la présence de maladies, des parasites, veiller à la qualité des mielés pour que cette colonie puisse gérer cette intoxication le plus facilement. Il faut utiliser du bon matériel génétique qui a des comportements hygiéniques, car cela contribuera à la bonne santé des colonies. Ce qui est important, il faut bien placer les ruchers par rapport aux cultures, car c'est logique, il y a des cultures qui sont incompatibles à l'apiculture,
par exemple, si l'on parle de la protection phytosanitaire. Et d'autres cultures sont plus conviviales, pourrait-on dire. Et que faire dans le cas d'une intoxication? Pour éviter ce risque d'exposition chronique, il serait utile d'éliminer toutes les provisions et leur donner du sirop ou du pollen ou un substitut protéiné. Et, si nécessaire, renforcer la colonie avec de nouvelles abeilles. Les insecticides sont les plus dangereux, mais nous ne pouvons pas ignorer l'action des fongicides et d'herbicides, car ils peuvent avoir une action synergique et sublétale, bien qu'ils ne soient pas directement toxiques. Voici quelques photos concernant les mesures à prendre par les apiculteurs pour garantir une bonne qualité de mielé, même pendant les périodes difficiles pour les abeilles où rien ne fleurit. Dans certains pays, il est très populaire de s'aimer des mélanges des plantes à fleurs sur les bordures des champs ou près des ruchers. Que peut faire le consommateur? Que pouvons faire nous tous? Acheter des produits qui n'ont pas d'impact important sur l'environnement, c'est-à-dire les produits de l'agriculture biologique. C'est ici que je constate qu'on doit être optimiste. Moi-même, je suis optimiste, car en Europe, l'agriculture biologique est un secteur de plus en plus important. De plus en plus d'exploitations deviennent des exploitations biologiques. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales. Je ne sais pas quelle est la situation en Pologne, mais en Italie, les médias sensibilisent les consommateurs sur les questions environnementales et les produits biologiques sont de plus en plus choisis par les consommateurs. Il y a également de nouvelles régulations européennes qui ne sont pas encore entrées en vigueur concernant l'enregistrement des pesticides. Avant, pour enregistrer des pesticides, on examinait, concernant les abeilles, on examinait que son influence sur les abeilles adultes et une toxicité aiguë. Selon les nouvelles lignes directrices, on examine l'influence sur les abeilles, les bourdons, les abeilles solitaires, les abeilles sauvages. On examine son influence également sur les nymphes et on tient compte de diverses possibilités d'exposition, non pas uniquement des risques liés à la pulvérisation des fleurs, des cultures, mais également les adventices en fleurs, et dans les cultures et sur les bords des champs, ou des cultures en fleurs qui se trouvent à proximité. Donc, grâce à cela, la plupart des pesticides que vous avez pu voir dans ce tableau et qui étaient marqués en rouge, ils ne seront plus enregistrés pour pouvoir être utilisés en Europe. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous remercions vivement pour cette présentation très intéressante. Merci, Piotr. Mesdames et messieurs, il y a quelques questions. La connexion tout au début n'était pas très bonne. Nous avons dû renoncer à l'image, mais le son était bon. J'espère que nous pourrons rester connectés, que vous entendrez nos questions et nous entendrons vos réponses, car il y a quelques questions intéressantes. Est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Passons aux questions. Pour réduire la population des ravageurs sur des cultures, de nombreuses méthodes biologiques de protection de cultures ont été élaborées. Ces pratiques sont-elles utilisées à présent et à quelle échelle? En effet, la plupart des cultures peuvent être protégées par des méthodes biologiques. Et selon moi, l'avenir de l'agriculture européenne et internationale, peut-être pas à l'échelle de 2 ou 3 ans, mais 5 ou 10, c'est l'agriculture sans pesticides. Je crois qu'il
Certains voudraient m'assassiner, mais je suis loin d'ici, heureusement. Pourquoi dans des pays asiatiques, c'est les personnes qui pollinisent et on n'amène pas des ruches vers les cultures comme en Californie? Ce n'était qu'un exemple. Comme nous le savons, dans de nombreux pays asiatiques, la main-d'œuvre n'est pas chère. C'est un moyen de donner du travail à des personnes qui en ont besoin et qui ne sont pas payées très bien. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais ce qui est problématique, c'est aussi le fait de ne pas penser aux abeilles. Et le fait que la main-d'œuvre n'est pas chère, cela permet aux agriculteurs d'ignorer le problème du déclin des abeilles et de la pollution par les pesticides. Donc, les abeilles, on n'en a pas besoin car il y aura des personnes qui vont polliniser manuellement. Donc, il faut penser aux pollinisateurs si on veut utiliser des pesticides. Et en effet, c'est un problème important. Merci de votre réponse. Et peut-être encore une dernière question. Certains parcs nationaux ne sont pas d'accord pour qu'on y installe des ruches, car les abeilles font trop de concurrence aux pollinisateurs sauvages. Si on parle de la compétition, de la concurrence, lors de la table ronde d'hier, quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, a parlé de la concurrence. Il y a une compétition si la pression de la part des abeilles mellifères est très importante dans l'écosystème donné. Mais pour les parcs nationaux, je crois que le problème, c'est le risque d'infestation, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, par des abeilles qui apporteront des gènes différents que ceux dont disposent les insectes qui sont dans ces parcs nationaux. Depuis 25 ans, j'habite en Italie. Je ne connais pas exactement la situation en Pologne. Je crois que c'est peut-être ça l'inquiétude des parcs nationaux. Ils souhaitent que les gènes des abeilles qui résident dans le parc ne soient pas pollués, disons, par les gènes des abeilles qui proviennent d'en dehors du parc. Je crois qu'une solution consisterait à délimiter ou à donner des limites du nombre de colonies qui résideraient près du parc. En effet, c'est une bonne solution. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses, pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. Merci d'avoir participé à ce congrès BICAM 2021. Merci, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt et d'échanger. Merci encore une fois. Je vous remercie également. Merci de votre patience.